C'est le délai maximum qu'un étranger peut passer en centre de rétention. À quoi ressemblent ces centres? Très peu de caméras ont été autorisées jusque-là à y pénétrer. Nous sommes dans le plus grand de France, celui de Paris. 240 retenus pour une quarantaine de policiers. Il n'y a ici que des hommes, libres d'aller et venir, mais de leur chambre à de grandes salles de réfectoire. Leur distraction, des jeux vidéo récemment installés et la télévision. Non, on n'est pas des prisonniers, mais on ne bouge pas. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de travailler et de bouger. Ça fait 15 jours que je suis là, rien à faire que dormir et manger. Donc la chambre, la cuisine, les toilettes. C'est tout. Donc c'est comme ça que les gens pètent les plombs. Et tout d'un coup, une alarme incendie. Il y a le feu orange là qui clignote, donc c'est là-bas. Il y a un an, des sans-papiers ont mis le feu à une partie des bâtiments. Mais cette fois, ils fument dans leur chambre. Un petit jeu pour faire courir les policiers. Troisième déclenchement d'alarme depuis 2 heures, ça fait beaucoup. Allez Karim, allez. À chaque fois, les fonctionnaires vérifient les combles. Car une alarme, ce peut être un homme qui se fait la belle. Pas loin d'une dizaine se sont enfuis l'année dernière. Alors dites-moi, il se met où exactement? Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, il y a un retenu qui s'était caché, passé par sa chambre, en fait, il avait démonté le toit de sa chambre. Ouais. Et s'était caché sous la laine de verre. Je suis tombée dessus parce qu'il avait ses pieds apparents. Et ensuite, mais qu'est-ce que ça lui aurait servi à quoi? Mais il avait cassé le toit, il avait cassé les ardoises, il était passé par le toit, mais comme tous les équipages étaient autour, il est redescendu en fait. D'accord. Il pensait réussir son évasion, mais il l'a pas eu. Ça arrive souvent des évasions aussi? Non, enfin, plus une fugue, on ne dit pas évasion et une fugue, non. Quelquefois, oui, mais... C'est quoi la différence entre une évasion et une fugue? Ici, ce sont des retenus administratifs. D'accord. C'est la détention, c'est prison qu'on dit que c'est une évasion. D'accord. Ici, c'est la rétention. Eh bien alors, vous ne le demandez pas. Aujourd'hui, vous êtes... En bas, voilà une demi-heure que dure l'attroupement. Vous parlez, vous savez pas ce qui se passe, hein? Le gardien de la paix Colombo est aux prises avec des retenus. Il tente de convaincre un homme de se rendre à son rendez-vous à l'infirmerie. Hey, vous parlez, vous savez pas ce qui se passe, hein? Oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Quand vous êtes dans un pays, vous suivez la loi qui en est et les procédures. Quand vous prenez un rendez-vous chez un médecin, vous allez chez un rendez-vous chez un médecin. Après, il ne faut pas venir dire après, quand le médecin, il vient pas. D'accord? Vous ne pouvez pas dire après qu'on vous soigne pas. Puis quelqu'un a jeté son plateau repas à terre, sur une simple rumeur. Il prétend que la cuisinière a craché dans son plat conditionné, pourtant sous vide. Les retenus sont à cran. Viens. Vous êtes inquiet dans ces moments-là? Inquiet non, mais enfin toujours un peu tendu parce qu'il faut pouvoir faire face à la situation et sans débordement de part et d'autre. À quoi vous pensez? Vous pensez qu'ils peuvent se rebeller dans ce homme? Éventuellement, oui. C'est ça qui vous fait peur? Pourrait, oui. Et on est numériquement plus faible et on aurait des difficultés à faire face, je pense, si tous étaient déterminés. On va arrêter la situation là, on arrête, on termine là, maintenant. Mais au centre de rétention, les journées sont le plus souvent longues et ennuyeuses. La grande majorité des hommes ici sont célibataires, mais pas Enoch. Ce père camerounais d'un enfant né en France, commerçant, vit en banlieue parisienne depuis 11 ans. Il a eu un titre de séjour non renouvelé. Son enfant est né alors qu'il n'avait plus de papier. Vous vous êtes pas dit, j'ai pas de papier, donc je fonde pas une famille? Non, parce que je trouve que le papier, la famille et les papiers, c'est pas pareil. C'est pas compatible. Ça n'a rien à voir. Franchement, pour moi, ça n'a rien à voir. Mes enfants, je les aime. Je les ai pas faits pour les papiers. Je les ai faits par amour. Et les emmener tous au Cameroun? Les amener tous au Cameroun, donc ce n'est même pas envisageable. Je ne peux pas les amener au Cameroun. À la rigueur, je préfère qu'ils restent là. À la rigueur, je ne peux pas. Je préfère aller souffrir seul.
Au centre de rétention, les familles peuvent venir quand elles le souhaitent, visiter les retenus. Oui, je vais juste regarder si vous avez pas de papier métallique. Inès est la compagne d'Enoch et elle compte sur lui. Il l'a sortie des foyers pour femmes seules dans lesquels elle a vécu. Il a accepté de prendre en charge son fils avant de lui offrir un nouvel enfant. Elle n'envisage pas une seconde qu'il puisse repartir pour le Cameroun. Ouais, d'accord. Donc il faut que tu tiennes le coup. Si vraiment il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de cette situation parce que moi j'en souffre beaucoup, les enfants souffrent. C'est renverser totalement une vie ça. Franchement, ça ira. Il va nous je te dis, les enfants ont besoin de lui. Il va nous aider parce que... Enoch ne lui a pas encore dit que ses recours étaient épuisés. Je ne lève pas mais je souffre. Je ne lève pas mais je souffre. Le Nico. Ce soir, aucun des deux n'est capable de dire si c'est la dernière fois qu'ils se voient. Ça peut arriver d'un moment à l'autre, ça peut être ce soir comme demain, je sais pas. Pourquoi vous ne lui dites pas? Pardon? Pourquoi vous ne lui dites pas? Non, je n'aimerais pas lui dire. Okay. Je n'aimerais pas lui dire ça. J'aimerais bien qu'elle découvre comme ça et elle aura peut-être le temps de bien gérer la chose. Mais si je lui dis, elle prendra ça autour. Finalement, Enoch, avec le soutien des associations de sans-papiers, ne sera pas expulsé. Mais ce qu'il a vécu, d'autres l'ont éprouvé, avec des pères qui cette fois ont bien laissé leur famille derrière eux. Les sans-papiers ont-ils des recours? L'administration est-elle la seule à décider d'une partie de leur destin? Tous les matins, les retenus sont une dizaine à rouler vers un dernier espoir. TNPI de TC Alpha. Départ du centre de rétention pour le tribunal administratif. Le tribunal administratif, ou en clair, la justice. Dans le car, une jeune haïtienne, venue avec un visa de touriste en France. Elle a rejoint ici des cousins et se dit menacée dans son pays. Pourquoi vous êtes parti? Parce que la situation c'était vraiment catastrophe. J'étais persécutée dans mon pays. Pour ma sécurité, je suis obligée de partir. Le magistrat désigné. Bonjour. Les personnes en rétention ont le droit de saisir le tribunal sur leur cas. Madame la greffière, veuillez appeler la première affaire inscrite à l'ordre de cette audience, s'il vous plaît. Renette, l'haïtienne, est la première à la barre. Mais son avocat, commis d'office, n'a pas beaucoup d'arguments pour faire annuler sa reconduite. Elle se sent menacée en cas de retour naturellement sous pays d'origine, puisque c'est exactement la raison pour laquelle elle a fait une demande d'asile. Nous n'avons pas là aujourd'hui de pièces pour en justifier, hors un acte de décès que je vous produirai. Alors, je rappellerai également que cette jeune femme avait un projet de mariage et effectivement en France. Vous aurez des pièces dans ce dossier, donc notamment avec Monsieur Guerrier, donc qui est de nationalité française. Il est là, le fiancé, oui, est-il là? Intéressé, monsieur? Renette a un fiancé. D'accord. Mais elle n'est là que depuis 8 mois, c'est peu. Surtout, elle n'a aucune preuve des menaces qui pèseraient sur elle. L'affaire est mise en délibéré. Si c'est un demandeur d'asile, pour vous, c'est quoi le cas de conscience? C'est de se dire qu'il retourne chez lui, dans un pays difficile. Et Haïti est un pays difficile. Donc, je crois que c'est important. C'est l'honneur de la démocratie que d'offrir un maximum de garanties dans les procédures que nous sommes appelés à examiner et à respecter avec le plus grand soin. Affaire suivante, Madame la greffière. L'affaire suivante, c'est l'histoire de Serge, Congolais célibataire. Son argument contre son expulsion, il est là depuis 22 ans, mais il doit le prouver. Je rappelle que vous êtes entré en France selon vos allégations en 1985. Ça fait donc un peu plus de 22 ans que vous prétendez être en France. En tout cas, je n'ai pas d'éléments permettant de vérifier ce point que vous êtes en France, mais que vous pouvez effectivement prétendre à une présence de 10 ans. Celui qui a amené Serge du Congo, adolescent, est dans la salle. C'est ce monsieur, son père. J'aimerais entendre le papa, moi, justement, sur un certain nombre de points. La présidente veut savoir si le fils est bien indispensable en France à son papa. Sans votre fils, vous seriez seul ou qu'avez-vous? Oui, vous seriez ici, tout seul? Oui, parce qu'en fait, bon, j'ai de la famille, mais lorsque vous tombez malade, oui. On a de la famille autour de soi que qu'on peut apporter quelque chose. Mais lorsqu'on tombe malade, on devient une charge et tout le monde disparaît. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc
La seule personne que j'ai, même quand j'étais hospitalisé pendant 2 ans, j'ai fait une embolie et pulmonaire, ce n'est que mon fils qui venait me voir. Jusqu'à présent, c'est la seule personne qui me fréquente, c'est mon fils. Je crois que ça ira, on a bien compris. Oui. Monsieur Benouille, vous avez beaucoup de chance d'avoir un père qui plaide aussi bien votre cause. Je tenais à vous le dire. Oui. Monsieur le représentant du préfet? Je ne peux me satisfaire des déclarations du père qui a nécessairement intérêt à ce que vous prononciez l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière. Aucune preuve n'est produite à l'appui des propos qu'il a tenus. Bien, merci. Donc l'affaire est mise en délibéré. Dominique, lui, résume son histoire pour le tribunal. Quelques lignes, à la va-vite. Qu'est-ce que vous faites? Je rédige ma demande d'asile. Il se dit menacé au Cameroun, son pays, mais n'a qu'un certificat médical datant de plusieurs années. Monsieur le représentant du préfet, avez-vous des éléments à nous apporter ce matin? J'observe que les pièces produites ne démontrent pas l'imminence de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, j'observe que ces 3 enfants résident toujours au Cameroun. Il ne les a pas emmenés avec lui, ce qui jette un doute sur les réalités des craintes qu'il invoque. Je peux vous interrompre? Vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants? Si. Ils ne sont pas inquiétés? Non, d'abord, ils n'ont jamais été inquiétés. Pourquoi ne pas les avoir emmenés avec vous et les avoir laissés dans un pays où, manifestement, votre famille rencontre des soucis? 13 dossiers, 13 histoires, sur lesquelles le magistrat s'arrête 5 à 10 minutes. Ici, le juge ne donne pas de papier. Il annule ou confirme l'arrêté de reconduite à la frontière. Bien. Alors, dans l'affaire numéro 07-19-398, qui opposait donc M. Benouille au préfet de police, j'ai décidé de prononcer l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière. Je crois que votre papa, qui est là, a été assez convaincant. Libre. Et je pense que dans ces conditions, effectivement, les conditions de l'article 8... Et pour Renette? J'ai décidé de prononcer une mesure d'annulation. Libérée aussi, mais elle le doit à une erreur de la préfecture. Il reste Dominique, le Camerounais. En revanche, c'est un rejet de la requête que je me vois un rejet, comme dans la très grande majorité des cas devant ce tribunal. Dominique repart au centre de rétention. Et que les conditions... Aujourd'hui, 3 reconduites sur 13 sont annulées. Vous êtes déçu aujourd'hui? À titre personnel, non. Non, j'ai pas... Pour l'administration? Mais non plus. Ça veut dire, s'il y a eu 3 annulations, c'est pas la langue de bois, hein, mais s'il y a eu 3 annulations, ça veut dire que l'administration s'est trompée 3 fois. Renette reste sans papier. Mais avec son fiancé, le mariage est programmé pour le mois d'avril. Devant ces tribunaux, c'est parfois l'expulsion de familles entières qui a été prononcée. Car tous les centres de rétention construits en France depuis 2 ans comportent un quartier réservé aux familles. Nous voici à Toulouse. C'est l'un des derniers centres bâtis, l'un des plus modernes. L'État ne peut pas priver de liberté un mineur. Mais ici, un enfant n'a pas de statut, il accompagne ses parents. Il est là, ton papa? Oui, il dort. Il dort? Le commandant Billard dirige le centre depuis sa création. Commandant, oui. Comment on gère des familles dans un centre Comment on les gère fermé? Avec beaucoup d'humains, tout simplement. Avec beaucoup d'humains, ça veut dire... À l'écoute, là le petit garçon est venu s'asseoir entre nous deux et puis on a discuté de choses et d'autres. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire, il m'a dit qu'il voulait être footballeur. C'est de l'écoute et puis c'est de leur consacrer un peu de temps. Le secteur famille est complet. 2 couples, dont les Tahiri et leurs 5 enfants de 6 mois à 9 ans. L'espace famille est propre, spacieux. C'est un grand 2 pièces. 15 jours qu'ils sont là, privés de liberté et aussi désœuvrés. Là, c'est moi et ma soeur qu'on dort. Oui. Ici. Et là, c'est la salle de bain. Et voilà. Mais ici, c'est pas bon qu'on reste avec les enfants. C'est que les enfants vont rester ici. C'est pas bon ici. Et en plus, on était à l'école 2 ans, on veut aller à l'école. Qu'est-ce que tu fais toi, toute la journée ici alors? Rien. Non, je
Les Tahiri, Roms du Kosovo, ont vécu 2 ans à Toulouse. La France a refusé leur demande d'asile politique car le Kosovo, dit-elle, n'est plus en guerre. Ils sont alors partis en Allemagne, mais les Allemands les ont rejetés. La France, elle a décidé de ne pas rester ici. Avec des problèmes où j'ai parti avec les enfants. Ça, c'est des problèmes à Kosovo, je pars de la maison. À l'intérieur du centre de rétention, les enfants peuvent aller et venir, mais sous contrôle. Ils ne peuvent pas sortir tout seuls, là? Si, tout seul, non. Enfin, ils sont obligés de sonner à l'interphone, et là, on leur ouvre à distance. Mais là, je suis là, donc je vais leur ouvrir. Ta sœur, elle est où? Les enfants ont quelques cours improvisés par une association qui défend les droits des sans-papiers et qui est présente dans tous les centres de France. Ça, c'est tous les courriers qu'ils ont fait les enfants de la classe? Tu me manques beaucoup, bon courage et grosse bise. Gros bisous. Patricia, c'est une copine, toi? Oui. Ah. Éloigner les pères, les séparer de leurs enfants ou reconduire la famille entière sans séparation. Les Tahiri ont finalement été libérés car aucun pays n'a accepté de les reprendre. En effet, même si la justice confirme les expulsions, il faut que les pays d'origine des sans-papiers veuillent bien les réadmettre. C'est loin d'être toujours le cas. Retour au centre de rétention de Paris. Ces hommes sont présumés être marocains. Interpellés sans aucun document sur eux, ils sont présentés ce matin au consul du Maroc pour identification. On a vécu la peur au ventre chaque jour, pendant 8 ans, 10 ans, 15 ans. C'est comme ça, on ne dit plus rien. Vous avez caché vos papiers? Ah oui, bien sûr. Tout le monde les cache, personne ne pense ses papiers sur lui. Ça, c'est normal. Sur leur nationalité, ils tentent de brouiller les pistes entre les différents pays du Maghreb. Et là, vous vous êtes déclaré de quelle nationalité alors? Vous aviez dit que vous êtes quoi? Marocain. Et vous êtes marocain? Ça, je sais pas. Et vous, monsieur? Moi? Vous êtes marocain? Moi, je suis un maghrébin. Et vous, jeune homme? Maghrébin. L'entretien avec le consul ne dure que quelques minutes. Ni les policiers français, ni la presse ne peuvent y assister. Alors, reconnu, pas reconnu? Je sais pas. Cet homme est-il vraiment marocain? L'administration française peut attendre la réponse quelques jours, mais elle peut aussi ne jamais l'obtenir. En France, 20 à 30% des retenus des centres de rétention ressortent libres car leur pays n'a pas voulu les reprendre. Et il y en a un, réputé en ce moment pour ne pas coopérer avec la France, c'est le Mali. La question est très politique et cela tombe bien. Le ministre Brice Hortefeux part aujourd'hui pour une tournée en Afrique. Pays par pays, il négocie des accords d'immigration. C'est mon poil, monsieur. C'est parfait, hein? Non, c'est parfait. Le Bénin, le Congo ont déjà signé, mais le plus lourd dossier concerne le Mali. Brice Hortefeux veut obtenir plus de laissez-passer. Il propose en échange plus d'aide de la France au développement. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les questions d'immigration des questions d'intégration et on ne peut pas dissocier les questions d'immigration et d'intégration du co-développement. Parce que si on n'aide pas l'Afrique à se forger un avenir pour elle-même, eh bien naturellement, ça ne peut pas marcher. Donc il faut tout. Je suis à la tête d'un ministère qui est caractérisé par une très grande cohérence. Vous n'êtes pas le ministre des expulsions? Je suis le ministre de l'immigration, de l'intégration, du co-développement, c'est-à-dire que ma politique ne se résume en aucun cas à simplement l'alignement de chiffres. Hasard ou précaution, il n'y avait pas de reconduit malien ce jour-là dans l'avion du ministre. Mais pourquoi donc le Mali ne veut-il pas reprendre ses ressortissants? Ils sont 100 000 en France, dont la moitié serait sans papier. C'est simple. L'argent des expatriés, c'est 10% du revenu national. Si important que les Maliens émigrés ont leur propre ministère, le ministère des Maliens de l'extérieur. Face à face pour cette première réunion du voyage, la France qui souhaite expulser les sans-papiers maliens et le Mali qui compte sur l'argent des Maliens de France. Qu'est-ce qui peut amadouer les Maliens?
Je ne le vois pas. Ça m'étonnerait que quelque chose puisse les amadouer, en tout cas à l'état actuel. L'argent L'argent, bon, non, l'argent déjà, les Maliens qui sont là-bas en envoient suffisamment aussi. Ils envoient 180 millions d'euros par an. L'aide publique française au développement, c'est moins que 150 millions. Donc ça m'étonnerait. Là-haut sur la colline, c'est l'étape décisive pour Brice Hortefeux, le palais de la présidence. Les pays sont amis, l'accueil est convivial, mais là ne se prennent qu'une partie des décisions. Voici la personne qui négocie avec la France depuis des années sur l'immigration. Et M. Diarra se souvient très bien de sa dernière réunion avec les Français l'année dernière. Elle avait échoué sur les expulsions. C'est une question très sensible. C'est d'autant plus sensible que vous ne pouvez pas trouver une famille ici au Mali qui n'est pas quelqu'un à l'extérieur. Donc vous touchez à un Malien de l'extérieur, c'est comme si vous touchez à un Malien de l'intérieur. Qu'est-ce que doit faire la France alors? Mais la France, à mon avis, doit régulariser tous ces sans-papiers. L'accord avec le Mali, ce ne sera donc peut-être pas pour tout de suite. La solution pour le gouvernement français est peut-être que les sans-papiers rentrent volontairement chez eux. Pour cela, la France propose une aide financière à la réinstallation. C'est ce qu'a fait le propriétaire de la mercerie mondiale à Bamako. Après 4 ans et demi à Paris, ballotté d'un emploi clandestin à un autre, M. Koulibaly décide de rentrer. La France lui a financé son projet. Et l'argent qu'on vous a proposé pour rentrer? Oui, 7 000 euros. C'était bien? Oui, c'était bien, parce qu'avec moi, je trouve qu'avec ça, je peux avoir quelques machines aussi, pour rajouter mes machines et travailler. Pourquoi est-ce que les autres Maliens ne prennent pas cet argent pour rentrer? Bon, parce que c'est un risque aussi. Hein. Tu prends cet argent, tu viens ici, si tu n'as pas de métier, quelque chose comme ça, tu viens dépenser encore avant de voir un bon chemin pour travailler. Donc même ceux qui sont revenus avec de l'argent, eh bien ça n'a pas toujours réussi. Voilà, ça n'a pas toujours réussi. C'est dur, hein. C'est dur aussi, hein. L'aide au retour, c'est 2 500 € par personne s'il n'y a pas de projet à la clé, et jusqu'à 3 fois plus si l'idée est de créer une entreprise. Tous les étrangers en situation irrégulière peuvent en bénéficier. 2000 personnes ont ainsi quitté volontairement la France l'année dernière. Donner de l'argent à des étrangers pour qu'ils s'en aillent, la France le fait aussi, et c'est plus surprenant, avec des citoyens européens. Nous sommes à Paris, une des portes de la capitale au petit matin. La police évacue 200 personnes. C'est ce que le gouvernement appelle des retours humanitaires, des expulsions qui ne disent pas leur nom. Ces Roms, bulgares, repartent dans leur pays en autobus. Où est-ce qu'ils repartent, monsieur? Sofia. Sofia, directement? Directement. Vous savez qui ils sont? Non, ça, je ne sais pas. Aucune idée, je ne peux pas vous dire. Vous allez faire le trajet en combien de temps? 48 heures. Ces Bulgares sont en théorie inexpulsables, mais la France leur a offert un pécule pour qu'ils s'en aillent. On leur a promis quelque chose? On leur a pas promis, enfin on leur a promis ce qui est prévu au niveau des réglementations, ils auront ce qui est prévu. Ça tourne autour de combien à peu près? 153 € par adulte et 46 € par enfant, par mineur. En fait, la loi permet d'expulser un Européen s'il n'a pas de moyens de subsistance. Et les Roms bulgares survivaient le long du périphérique. Dès leur évacuation, la police a démantelé les tentes et tout nettoyé. Chacun de ces départs volontaires est comptabilisé dans les reconduites. Alors pour multiplier ces opérations, le gouvernement a doublé le pécule. Ce n'est plus 150, mais 300 € qui sont proposés. Et un peu partout en France, des agents des préfectures négocient avec les Roms. C'est le cas de Éric Rose à Montpellier. Si
La personne qui parle français, là, ne vous inquiétez pas, ça. Il a déjà une quarantaine de retours de Roumains à son actif, mais pas si simple de les convaincre. Bon, on va faire un départ, hein, pour ceux qui souhaitent partir, là, de toute façon, hein, les 20 qui veulent partir, on va faire un départ, hein, avec 300 € par adulte et 100 € par enfant, hein, plus les décisions de bagages. Combien c'est pour l'enfant? 150. 100 €. Vous m'aviez dit 150. Ouais, c'est 100. 300 € par adulte, 100 € par mineur. C'est quoi ce 300 €? Sur une famille. Ouais, mais sur une famille, là, Oui, je connais, monsieur, oui. En Roumanie. Mais en Roumanie, explique ce père de famille, 300 € pour se chauffer, manger, se soigner, c'est très peu. Très fort. C'est très difficile pour nous. En Roumanie, l'accès aux soins... Ici, jamais déjà l'allocation familiale ici. Moi, j'ai les allocations familiales. La CAF me donne 500 € par mois. Alors, Eric Rose a beau insister. Il réfléchit, puis voit. Hein. Bon, après, on verra ce qu'il fera. Après, discuter. Pour nous qui restons ici. Discutez-vous avec famille pour voir si vous voulez vous joindre. Aller avec le bus qu'on va faire partir fin janvier. Non, ils veulent pas. Ok. Non, d'accord. Non, d'accord. Moi, rester ici toute la vie. En France, ici toute la vie. Rester ici. Ici, l'agent de la préfecture est arrivé trop tard. Bon, il met en avant une question médicale, hein, puisqu'effectivement il a... Il met en avant surtout qu'il a 500 € de la CAF. Oui, tout à fait. Vous êtes battu là. On a en plus des enfants scolarisés. Hein, on a mais financièrement, vous offrez 300 € et de l'autre côté, c'est clair, 500 hein, je veux € dire, là, par rapport au dispositif, oui, effectivement, si en plus les enfants sont scolarisés, je veux dire, après là, de toute façon, nous, on n'obligera pas à partir. Hein. Une vingtaine de Roms resteront donc. L'agent de la préfecture en a décidé une vingtaine d'autres à partir. Bon, ok, vendredi prochain alors. Oui, hein, vendredi. Je compte sur vous. Hein. Moi, je fais venir le bus. D'accord, hein, pas de problème. Vendredi prochain, on reste informé. D'accord. Oui. Hein, vendredi en 8, d'accord. La nouvelle des 300 € et du voyage payé par la France vers la Roumanie s'est très vite répandue dans les campements. Nous sommes allés voir si beaucoup s'étaient inscrits. T'es allé à la préfecture, toi? Oui. Mais tu t'es inscrit? Oui, je suis inscrit. Oui, j'ai entendu que tout le monde le fait. 300 €, c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Mais là-bas, je laisse l'argent à la famille et je reviens. Mais revenir, ça lui coûte cher? Combien ça lui coûte de revenir? Non, pour moi et ma femme, 100 €. Je laisse 500 là-bas et avec les 100 qui restent, je reviens. En voiture? Ouais, machine. Oui, en voiture ou en autocar. Moi, je vais aller en Roumanie chercher ma femme et mes enfants. Je les inscris, on touche l'argent, on rentre au pays et je reviens. Et de se demander avec nous s'il pourrait faire cela plusieurs fois. Combien de Roms sont-ils partis ainsi et déjà revenus? Un autre camp de la région parisienne. Celui qui nous guide se surnomme Al Pacino. On va filmer en misère de la France. Voilà, 7 camarades, ils sont partis en Roumanie, ils ont pris 300 €, ils sont partis. Ouais, moi, ceux-là aussi, ils sont partis. Ici aussi, ils sont partis, son fils. Al Pacino connaît bien son campement. Il sait que le mari de cette dame est parti et qu'il est déjà revenu. Il est où le monsieur? C'est quand le Rome? Il est en poubelle. Il est en poubelle. Il est où? Donc il est parti faire un poubelle. Pourquoi? C'est quoi le problème? L'administration française donne ces 300 € pour que les gens ne reviennent pas. Ah, mais ils nous ont pas dit ça. Comment on pouvait savoir? Nous, on savait pas. Mais elle, pourquoi elle n'est pas partie avec son mari? Parce que ça faisait 600 €. Mais moi, je garde la caravane. Elle reste ici avec la caravane parce qu'il y a peu Entre la mendicité et la ferraille, les Roms s'en sortent de toute façon mieux ici qu'en Roumanie. Depuis le mois de novembre, 2700 Roms ont ainsi été reconduits. Autour de Paris, au moins un département a réalisé ses objectifs chiffrés de reconduite avec ses seuls retours humanitaires.
La France discuterait actuellement d'un moyen d'empêcher le retour de ces Européens qu'elle juge encombrants. Il est 21h au centre de rétention, le moment où les retenus vont apprendre une mauvaise nouvelle. Je vais annoncer les vols pour demain ou après-demain. C'est un moment délicat? Un petit peu, ouais. Pourquoi? C'est là où il y en a, ils savent qu'ils sont reconduits ou pas. L'heure de la venue du policier est connue dans le centre. Alors ils attendent, inquiets. Pas un mot, mais une petite affiche qui conclut parfois des jours et des jours d'attente. Demain, ils seront 5 à quitter la France. Ouais, ok. Et puis voilà. 2 sacs pour résumer 8 ans de sa vie de sans-papier. C'est ici? Voilà. Saïd repart accompagné pour l'Algérie. Dans le car, les policiers ne l'ont pas menotté. Il est calme, posé. Comment vous les avez trouvés, les policiers? Seules ses mains trahissent de l'angoisse. À l'avion, les 2 autres Algériens reconduits avec lui sont déjà sur la passerelle. Parti, Saïd? Il vous manque rien? C'est au tour de Saïd de monter. Allez. Monte pas, Saïd? D'accord, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Je me suis trompé. Pourquoi? Bon, ben je me suis trompé. Je me suis trompé. Eh, attends, Saïd, Saïd. Saïd, on monte pas. Saïd. Saïd, non. On va dans le camion. On va dans le camion. Saïd. Saïd, on va dans le camion. Je vous donne ma parole. Saïd, si placide, mais qui n'a pas su, pas voulu ou pas pu franchir le cap. Saïd, Saïd, s'il te plaît, s'il vous plaît, on va dans le camion, monte dans le camion. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, on va dans le camion. On va dans le camion. J'ai voulu vous faire confiance, j'ai fait erreur. C'est pas grave, c'est de ma faute. On va dans le camion et c'est terminé. Non, c'est terminé, c'est terminé. Ce 30 décembre 2007, il aurait dû être l'un des derniers expulsés de l'année. Asseyez-vous.